et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, bienvenue sur le troisième webinaire de ce cycle consacré à PEFC et ses évolutions, enfin l'évolution de son référentiel, de sa structuration. Ce webinaire vous est proposé donc en collaboration entre PEFC Territoire Auvergne-Rhône-Alpes et l'interprofession FIBOA Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aurez encore deux webinaires la semaine prochaine, mardi et jeudi, pour clôturer ce cycle. Comme vous le voyez, vos micros sont coupés, donc je vous propose d'utiliser l'outil de conversation si vous avez des questions à poser le long de la présentation. On les prendra plutôt à la fin, mais n'hésitez pas à les écrire tout au long, ce qui permettra déjà de ne pas les oublier. Et puis, donc, si cet enregistrement a bien fonctionné, nous vous mettrons à disposition la rediffusion ainsi que le support qui sera présenté donc par Carolina de PEFC Auvergne-Rhône-Alpes, à qui je laisse tout de suite la parole et que je remercie d'avance pour son intervention. Bah, merci à toi, Anaïs, et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce troisième webinaire de cette série consacrée justement, comme a dit Anaïs, sur la révision des standards PEFC. Comme a dit Anaïs, je suis déléguée territoriale à PEFC Territoire en Auvergne-Rhône-Alpes. PEFC Territoire est l'entité d'accès à la certification PEFC pour les propriétaires, les entreprises de travaux forestiers et les exploitants forestiers qui sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour faire un peu un retour voilà, sur cette série, qu'est-ce qu'on a déjà abordé pour l'instant. On a envisagé cette série-là sur la forme de plusieurs webinaires pour pouvoir vous présenter avec un peu plus de temps et en prenant le temps aussi de collecter vos questions. Voilà, donc on a envisagé un premier webinaire où on a parlé de PEFC, de PEFC Territoire, son organisation, et on a commencé à voir voilà, comment s'est déroulée la révision des règles des gestions forestières durables PEFC. On a abordé quelques principes. Puis, jeudi dernier, on a enchaîné voilà, sur quelques thématiques. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais on a parlé d'exploitation forestière, de renouvellement forestier, de défrichement, coupe rase, santé des forêts, produits phyto, incendie, desserte. Aujourd'hui, on va continuer pour finir voilà, d'aborder la totalité du standard PEFC qui est désormais organisé en 6 principes. Donc, on a vu 3 webinaires de la semaine dernière. On verra les 3 derniers aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, les 2 webinaires qui seront mardi et jeudi, ils sont plutôt thématiques. Mardi, c'est un webinaire donc plutôt destiné aux entreprises de travaux forestiers et exploitation forestière pour leur présenter tous les changements qui les concernent. Et aussi, voilà, refaire un peu en parcours, en retour sur les exigences qui les concernent plus particulièrement. Et le 29, on fait un focus sur la thématique transformation. Donc, c'est un point d'évolution de ce standard PEFC qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant. Donc, il mérite un webinaire dédié pour qu'on puisse vous présenter ça avec un peu plus de temps, vous présenter aussi les outils qu'on a travaillés pour accompagner les propriétaires forestiers, les gestionnaires, et puis prendre les questions. Donc, il est toujours possible de s'inscrire au webinaire. Le lien, vous trouvez sur la page
Fibois Aura sur la rubrique Actualité. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et surtout, voilà, si vous connaissez des entreprises qui seront concernées par les évolutions du standard PEFC, n'hésitez pas à faire la promotion pour qu'ils puissent aussi avoir l'information, notamment mardi prochain, pendant ce webinaire. Donc, je vous ai déjà fait un petit retour, voilà, des sujets qu'on a abordés pour l'instant. On a vu le premier bloc, voilà, on va dire des règles PEFC qui concernaient l'exploitation, le défrichement, couperage, etc. Et aujourd'hui, on enchaîne sur les 3 derniers principes. Donc, on va commencer par tout ce qui va concerner, on va dire, les aspects biodiversité et sa prise en compte dans l'écosystème forestier. Donc, comme aussi je vous ai expliqué au premier webinaire, lors de cette révision du standard PEFC, ce n'était pas question de tout revoir. Il y a un noyau solide d'exigences qui n'ont pas changé. Et puis, il y a eu des clarifications de certaines notions, il y a eu des évolutions de certaines exigences et des nouveaux points, des choses qui ont été ajoutées. Donc là, le point dont je veux vous parler, les zones forestières de haute valeur écologique, pour nous, il rentre dans le groupe des clarifications. C'est quelque chose qui existait déjà dans le standard PEFC précédent. Donc, on demandait aux propriétaires de prendre en compte des zones dotées d'une biodiversité très forte, où on peut trouver des espèces rares, des espèces protégées, d'espèces remarquables. Mais ces zones-là, elles n'étaient pas clairement définies. Donc, c'était le souhait du forum qui a mené la révision des règles du standard PEFC, de rendre un peu plus clair, voilà, qu'est-ce qu'on entend derrière ça, et de définir ces zones. Donc, derrière ce terme-là, zone forestière de haute valeur écologique, il y a tout un tas de zones de protection forte qui sont définies par cet article-là du décret de 2022. Ça concerne notamment, donc on a mis quelques symboles, les cœurs de parcs nationaux et les réserves naturelles. Ça concerne aussi, par exemple, les arrêtés des protections du biotope, des réserves biologiques intégrales. Donc là, on est plus en forêt publique. Des réserves biologiques intégrales, voilà. Et cette notion aussi, elle va concerner tout ce qui est milieu et habitat remarquable qu'on peut retrouver en forêt, des ripisylves, des zones humides, de tourbières. Voilà, ça permet de rendre un peu plus clair qu'est-ce qu'on entend derrière cette définition. Et puis, ce qui ne change pas dans le standard, donc PEFC demande toujours aux propriétaires de préserver ces zones-là, aussi bien que les zones naturelles 2000 qui sont clairement identifiées et d'autres sites protégés par la réglementation. Donc, de s'informer sur ces zones, est-ce qu'elles ont une valeur réglementaire ou pas? Qu'est-ce que dit la réglementation? Qu'est-ce que dit aussi la documentation qui est disponible sur ces zones-là? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme espèce qui est remarquable dedans? Quelles sont les prescriptions pour ce milieu? Et d'intégrer ces éléments dans sa gestion. Et puis, très important, on informe aussi les intervenants des prescriptions qui sont existantes sur ces zones-là. On adapte nos périodes d'intervention. Voilà, pour prendre en compte toutes ces particularités, cette biodiversité forte qui est présente sur ces zones. On rappelle qu'on a vu la semaine dernière, les coupes rases sont désormais interdites dans les zones forestières de haute valeur écologique. Donc là, on est bien sur ces
sur cette définition qui est là. J'avance. Donc, notre deuxième point qui est pris en compte en ce qui concerne la biodiversité, c'est vraiment la prise en compte, la diversification des essences et des traitements sylvicoles. Là, il y a une petite évolution dans la rédaction de l'exigence. Avant, PEFC demandait aux propriétaires de favoriser la biodiversité, favoriser la diversité des essences, pardon. Désormais, PEFC demande aux propriétaires d'établir ou de maintenir cette diversité d'essences si elle est déjà présente dans la forêt. Donc là, le propriétaire, s'il est dans un peuplement monospécifique, on va lui inciter à chercher à diversifier son peuplement. Donc en mettant, voilà, en proposant des essences d'accompagnement, s'il fait une plantation, en gardant aussi tout ce qui peut pousser dans le sous-étage et qui ne gêne pas nos arbres d'avenir. Donc ça, on demande au propriétaire vraiment de le conserver. Et puis, le standard aussi demande aux propriétaires d'établir, de mettre en place des petits îlots de diversité d'essences ou de sénescence au vieillissement dans sa propriété. Donc, en îlot, c'est une petite parcelle qui fait entre 0,5 et 5 hectares. Là, dans les îlots de vieillissement, de sénescence, on va préconiser vraiment de laisser la forêt tranquille, voilà, pendant longtemps. Des choses qui n'ont pas changé, c'est aussi, voilà, PEFC demande toujours aux propriétaires de maintenir des lisières étagées, donc dans la bordure de sa forêt, et voilà, conserver les arbres de bordure. Souvent, c'est des arbres qui ont de gros diamètres, qui sont très intéressants aussi d'un point de vue biodiversité, et de chercher à favoriser la diversité des traitements. Donc, dès que possible, si c'est un propriétaire qui a une propriété, plusieurs parcelles, voilà, s'il peut avoir des traitements différents d'une parcelle à l'autre, c'est très intéressant. Ça permet de construire en quelque sorte un petit mosaïque qui a plein d'avantages. Donc, ces exigences-là, elles sont vraiment intégrées avec un objectif d'améliorer la résilience des peuplements dans le cadre d'un changement climatique qu'on ressent de plus en plus et qui va de façon très vite. Et puis, un peu dans le même sens, le standard demandait déjà aux propriétaires de conserver d'arbres morts sur pied et au sol. Avant, on parlait d'un arbre à l'hectare, en arbre bio, donc en arbre à cavité ou en arbre avec des fentes, des gros diamètres qui présentent un potentiel pour, voilà, pour la biodiversité. On parlait d'un à l'hectare, là on passe à deux. Et avant, on parlait d'un arbre mort sur pied à l'hectare. Donc là, on passe à deux aussi. Donc on renforce un peu cette exigence. Et sachant que si le propriétaire peut conserver du bois mort au sol des toutes dimensions, voilà, c'est très bien. Si on a un arbre dans notre forêt qui est en bordure de chemin, qui présente un risque pour la sécurité, on a bien sûr le droit de l'abattre. On l'abat et on le laisse poser au sol pour qu'il puisse se décomposer, pourrir, et voilà, continuer à servir sa fonction pour la biodiversité. En termes d'équilibre, donc au forêt-faune, donc d'équilibre aussi génétique, le standard, il a proposé quelques évolutions qui ont été longuement discutées, débattues, vues avec les acteurs qui sont concernés par ces points-là. Donc, PEFC demande toujours aux propriétaires de contrôler régulièrement l'état de sa forêt et de signaler la présence des dégâts. C'est quelque chose qu'ils n'ont contrôlé déjà sur le terrain avant. Donc, on demandait aux propriétaires, en cas de constat de dégâts de gibier, est-ce qu'il a bien fait une déclaration de dégâts? Est-ce qu'il a bien fait remonter ça
au CRPF ou à l'ONF, son gestionnaire forestier. Aujourd'hui, donc, il y a des outils qui sont connus de la filière. Il y a la plateforme de déclaration de dégâts de gibier qui a été construite par plusieurs acteurs de la filière. Et voilà, on peut faire une déclaration de dégâts, il faut quand même qu'elle soit validée par un technicien forestier, donc soit par un gestionnaire forestier, un technicien de coopérative, par quelqu'un de l'ONF, par un technicien du CNPF. Je sais aussi qu'il y a des propriétaires forestiers des Francilva qui sont formés pour pouvoir faire ces déclarations de dégâts. Il a déposé sur la plateforme, donc ça permet de contribuer voilà, un certain nombre de démarches à la cartographie des dégâts de gibier en forêt. Ça alimente aussi les informations qui sont remontées en commission paritaire sylvocigénétique. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est le demande toujours au propriétaire. Puis, dans les évolutions, alors, c'est pas quelque chose de très commun dans notre région, mais ça arrive. Il y a des propriétaires qui disposent de leurs droits de chasse. Donc, passer leur demande de mettre en place un bail des chasses qui doit contenir certaines mentions particulières. De plus, ce bail-là, le propriétaire qui détient son droit de chasse et doit s'informer sur la réalisation de son plan de chasse, donc demander de compte à la société qui loue sa chasse et s'assurer vraiment de la cohérence des plans de chasse avec l'état de sa forêt. Donc on lui demande d'aller un peu plus loin à ces sujets-là. Dans les nouveautés vraiment, c'est que désormais le standard PAEC demande au propriétaire s'il constate que l'équilibre il est rompu, là on est en situation de déséquilibre, donc qu'il cherche à rétablir cet équilibre-là par différents moyens, donc en passant par le dialogue avec les chasseurs. Il y a des méthodes voilà, qui commencent à être un peu connues de la filière. Il y a la méthode, alors j'avance un peu, la méthode équilibre forêt-gibier, pour ceux qui connaissent. Voilà, l'idée c'est de créer un moment de concertation avec les chasseurs. Je sais que c'est pas toujours très simple, pas toujours évident. Il n'y a pas toujours une oreille attentive tout court, une oreille de l'autre côté. Mais voilà, si le propriétaire il peut chercher à dialoguer avec les chasseurs pour voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour rétablir cet équilibre-là. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à s'appuyer aussi sur les techniciens forestiers qui sont là pour ça. Puis, il peut assez demander aussi au propriétaire de mettre en place une sylviculture adaptée qui permet de diversifier les ressources alimentaires. Donc, d'ouvrir un peu la forêt pour laisser pousser un peu de végétation qui va permettre un peu de servir d'aliment pour le gibier. Et puis, il y a l'interdiction du nourrissage, l'utilisation d'attractifs en forêt certifiée. Donc, dans les propriétés où ces mesures-là sont déjà installées, le propriétaire il a un délai de mise en conformité qui est de 3 ans. Donc, pourquoi cette évolution-là? Voilà, on sait que l'équilibre sylvocigénétique, c'est vraiment pas quelque chose que le propriétaire maîtrise. Donc, il subit. On sait qu'il y a des limites aussi à l'action. Il y a la responsabilité des propriétaires. Donc, on a essayé de mieux tenir compte de ces éléments-là via la rédaction de ces points. Et puis, c'était aussi un souhait d'être un peu plus précis sur les moyens à mettre en œuvre pour contribuer à la restauration de l'équilibre forêt-faune. Voilà, donc on est vigilant aussi sur ces points-là de l'équilibre forêt-faune, même si je vois quelques réactions sur la conversation. C'est un sujet, c'est pas un sujet qui est très simple.
Sur le principe suivant, donc on va parler notamment de la gestion, de la protection des fonctions du sol et de l'eau. Donc, à commencer par tout ce que peut afficher, voilà, toutes les règles et les exigences qui vont demander aux propriétaires et aux entreprises aussi hein, de maîtriser les impacts sur le sol. Donc, il y a des choses qu'on a vues la semaine dernière sur la partie exploitation. Donc, il y aura peut-être un peu de Reddit pour certains. Mais voilà, le standard demande toujours aux propriétaires d'identifier au sein de sa propriété les sols qui sont sensibles et d'en informer son prestataire. Et puis ensuite, voilà, de mettre en place des prescriptions qui sont adaptées, d'adapter la période d'intervention, les techniques, les méthodes d'intervention aussi. Voilà, on sait aussi qu'il y a des questions de coûts qui peuvent rentrer aussi en compte. Donc, autant que possible, le propriétaire, voilà, de prendre en compte la sensibilité de son sol, si jamais il peut, voilà, préférer une méthode d'exploitation, mettre pas une machine sur une zone qui est très sensible, on tire au câble, etc. Voilà qu'il puisse la faire. Puis aussi quelque chose de très important, la mise en place des cloisonnements d'exploitation dès les premières éclaircies, et vraiment de faire en sorte que les entreprises le respectent bien ces cloisonnements-là à chaque fois qu'ils interviennent dans le peuplement. Donc, on travaille voilà, de toujours veiller à ce que ces cloisonnements soient bien identifiés, bien matérialisés, bien ouverts. Et voilà, on a parlé un peu la semaine dernière, autant que possible pour limiter l'impact au sol, mettre le rémanent sur les cloisonnements, là où la machine va passer, pour essayer de limiter les dégâts. Vraiment, on sait aujourd'hui que voilà, le sol forestier, c'est là où est toute la potentialité de la forêt, le potentiel de la forêt. Il y a un sol qui est dégradé, il mettra des milliers, des milliards d'années à se refaire. Donc, voilà, on tient beaucoup à ces exigences-là. Et puis, bien sûr, on laisse le parterre de la coupe, du chantier des travaux, toujours en bon état pour permettre la suite des interventions sylvicoles ou d'exploitation. Dans les interventions, dans les évolutions, pardon, il y a désormais l'interdiction de la récolte des rémanents, sauf donc les rémanents, ça va être tout ce qui est les menus bois, les bois de petits diamètres. On sait que c'est là aussi qui est ces rameaux qui sont très très fins. C'est eux qui restituent la fertilité du sol et ils sont très riches et c'est très important de pouvoir les laisser sur la parcelle. Donc, sauf contrainte réglementaire ou sauf cas particulier documenté, on les laisse en forêt et on ne fait plus de récolte. En zone de forte pente, donc pour éviter l'érosion, on ne pourra plus dessoucher. Et bien sûr, on laissera les menus bois dispersés sur tout le parterre de la coupe. Et puis, on demande aux propriétaires, bien sûr, de ne pas incinérer des rémanents en forêt, sauf cas d'autorisation administrative. Et puis, donc, en termes de maîtrise des impacts sur l'eau, on a parlé un peu la semaine dernière aussi. Là-dessus, il n'y a pas eu d'évolution majeure. On se renseigne sur la présence de l'eau dans notre forêt. On identifie les points d'eau, les zones humides, les mares, les petits ruisseaux. Et on informe les intervenants sur leur présence en forêt. Puis, on respecte une distance d'intervention pour préserver une distance d'intervention de l'eau et on préserve l'écoulement de l'eau.
Donc, voilà, on ne fait pas tomber d'arbres à travers des cours d'eau, etc. On préserve la ripisylve. Si on évite tout franchissement des cours d'eau, sauf en cas de nécessité avérée. Et puis, voilà, on ne va pas circuler non plus en bordure de cours d'eau. Et on arrive presque à la fin. Donc, sur le dernier principe, ça va regrouper des exigences qui vont aller dans le sens du maintien en amélioration des fonctions et conditions socio-économiques de la forêt. Donc, on va partir un peu sur la partie voilà, où accueil en forêt, etc. Donc, le tout premier jour, lors du tout premier webinaire, on a parlé de la sensibilité paysagère. Donc, je me remets d'abord sur la définition. Donc, je vous ai expliqué que c'était quelque chose, c'était pas nouveau dans le PEFC. On parlait déjà de la sensibilité paysagère, on demandait aux propriétaires de la prendre en compte. Mais cette sensibilité paysagère, elle n'était pas définie. Donc là, le forum a donné des éléments qui permettent de mieux apprécier qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme sensibilité paysagère. Donc ici, vous avez voilà, quelques critères. On parle de périmètre de protection, du patrimoine bâti inscrit au classé, des zones situées dans les abords des sites classés, des zones visibles à moins de 300 mètres depuis des points de vue panoramiques répertoriés sur les cartes IGN. Donc, ce sont quelques exemples. Voilà, pour nous aider à objectiver qu'est-ce que c'est la sensibilité paysagère. Et puis, ce qui n'a pas changé, le standard demande aux propriétaires de respecter ces zones-là, de les prendre en compte dans sa gestion, de respecter aussi voilà, tous les éléments du patrimoine historique, culturel, architectural. Dans les évolutions concernant les zones de sensibilité paysagère, il y a la limitation de coupe rase. Donc, on ne peut pas faire de coupe rase dans ces zones qui vont dépasser 2 hectares. Et le défrichement de ces zones-là est interdit. Puis, concernant tout ce qui est accueil en forêt, là non plus, pas d'évolution par rapport aux standards précédents. On demandait déjà aux propriétaires vraiment de conventionner toute activité organisée voilà, qui arrive dans sa forêt. Voilà, ça permet d'encadrer comment se passent les choses. Ça permet aussi aux propriétaires de dire que sa forêt elle est certifiée et que de ce fait-là, voilà, il y a des règles à respecter, qu'il est contrôlé sur ça. Puis voilà, les activités doivent bien sûr se dérouler dans le respect de la forêt, dans le respect aussi des droits de propriété. Et puis, très important, pour tout chantier de travaux, d'exploitation, sécuriser les voies d'accès en forêt. Voilà. Donc, il y a des panneaux de chantier qui doivent être affichés à l'entrée, à toutes les entrées de la forêt. Voilà, pour que ça soit visible, pour que le public soit informé qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette forêt et qu'il doit faire attention, voire qu'il doit faire demi-tour et éviter le chemin. On sait que c'est la grosse difficulté aujourd'hui, c'est de faire respecter tout le balisage, toute la signalétique qu'on voit en forêt. On sait que des fois, la présence des panneaux a un peu l'effet inverse, malheureusement. Ça attire des gens qui sont tout de suite attirés par les bruits des machines. Mais voilà, c'est très important de veiller à la signalisation des chantiers dans toutes les entrées de la forêt. Et puis, toute activité organisée, je pense qu'on entend
On entend par ça vraiment tout ce que ne va pas. Voilà, toutes les activités où on va demander l'autorisation du propriétaire en amont. Parce qu'on sait aussi que les propriétaires, des fois, ils ont des surprises. Des gens qui débarquent dans sa forêt pour voilà, des fêtes ou voilà, l'utilisation des chemins par des quads, par des motos, les VTT. Donc, on sait qu'il y a une grosse problématique aussi. Donc là, sur ces points-là, voilà, si c'est quelque chose que le propriétaire subit et que jamais, si on contrôle, on voit, on constate, on ne va pas pénaliser le propriétaire, hein, on est bien d'accord. On va lui demander quand même de faire un signalement aux autorités compétentes. Voilà, s'il peut mettre des signalétiques, des panneaux dans sa forêt, voilà, pour rappel, des bonnes pratiques, etc. Voilà. Après, c'est au propriétaire aussi de décider qu'est-ce qu'il va mettre dans sa forêt en termes de signalétique. Et en dernier, vraiment en termes d'expérimentation, donc je commence pour dire que les expérimentations ne sont pas interdites dans PEFC. Il faut que ça soit encadré, il faut que ça soit suivi par un organisme de recherche. Donc, il y a plusieurs expérimentations en cours avec l'INRAE, avec l'IDEF, avec l'ONF. Donc, c'est important aussi de pouvoir mettre en place ce type de dispositifs-là. Voilà. Donc, le nouveau standard, il va un peu plus loin. Il demande que vraiment les expérimentations soient bien compatibles avec les objectifs de gestion forestière. Et qui est désormais voilà, l'introduction ou extension d'espèces exotiques envahissantes, que ça soit encadré à travers d'un dispositif expérimental, vraiment suivi par un organisme compétent. Voilà. Donc là, le propriétaire, si jamais il pense être concerné, il peut se rapprocher de PEFC pour avoir un peu plus de précision à ces sujets. Et donc, on a voilà, fini un peu on a terminé ce tour d'horizon sur, on va dire, sur les exigences PEFC, sur le standard PEFC. Je vais essayer d'être assez exhaustive, mais on ne peut pas toujours tout dire dans le moindre détail. Donc, j'espère que ça a été utile et intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, donc, le petit rappel pour le prochain webinaire mardi 27 janvier. Donc, ça va concerner principalement les entreprises. Merci beaucoup, Carolina. On va pouvoir prendre effectivement quelques questions. J'allais regrouper certaines questions, mais d'un participant qui vient de partir. Mais bon, les réponses peuvent peut-être intéresser d'autres personnes. Peut-être une précision sur activité organisée, ce qui était, ce que tu as cité, si tu peux préciser ce qu'il en est. Oui, donc je pense que ça va partir vraiment des activités où vraiment on va chercher l'autorisation du propriétaire en amont de son déroulement. Donc, on va chercher le propriétaire pour une course, quelque chose comme ça. On va lui consulter pour la mise en place du tracé. Voilà. Donc, on va dire, on est dans cet état d'esprit-là. L'inverse, ça serait vraiment tout ce qui est voilà, des vététistes qui débarquent en samedi matin sur la forêt et qui ouvrent leur propre schéma. Ça serait donc l'inverse de ce qu'on entend par activité organisée. D'accord, Voilà. merci pour la précision.
Je regroupe effectivement deux questions au moment où on a parlé notamment des rémanents et du dessouchage. On a un participant qui a réagi en, je pense, grossissant un peu le trait, donc on va revenir là-dessus. Euh, il demande si ce nouveau standard PEFC implique de ne plus faire de coupe de bois énergie dans les forêts certifiées PEFC et précise que ne pas dessoucher revient à mécaniser les entretiens. Pardon. Ne pas dessoucher rend difficile la mécanisation des entretiens. Or, il y a des difficultés à trouver des personnes qui veulent bien le faire manuellement. Ouais. Donc, alors, les coupes rases, le bois énergie n'est pas interdit dans le PFC. Donc, je sais que c'est un point qui suscite beaucoup de questions. Et OK. Donc, Monsieur Roussel, donc, qui est ETF, hein, il y a un guide qui est associé à ce standard PEFC. Le forum voilà, alors, c'était pas possible dans le standard de rentrer dans un certain nombre de détails techniques. Donc, il a été fait le choix d'apporter quelques précisions techniques sur un guide qui est associé à ce document. Donc, le guide qu'on appelle le 3003, qui est associé donc à ce standard-là de gestion forestière durable, au standard qu'on appelle 1003. Il apporte quelques précisions techniques sur cette partie-là, menu bois, et sur le dessouchage aussi. Voilà. Donc voilà, sur la partie dessouchage, on parle bien sur vraiment, on était dans un contexte de forte pente. On sait et on comprend qu'il y a voilà, on comprend toutes les difficultés des entreprises pour voilà, de trouver à la fois de la main-d'œuvre pour faire les entretiens et aussi les contraintes techniques de terrain. Mais là, c'était le souhait de PFC aussi de prendre en compte vraiment voilà, le contexte pente et préconiser voilà, d'éviter le dessouchage dans ces zones-là. Sur la partie menu bois, c'est pas donc j'ai bien parlé des cas particuliers documentés. Je pense que je suis un peu loin pour tout revenir sur la diapo. Il y a des cas particuliers qui sont documentés dans ce guide 3003 avec des contextes précis dans lesquels on pourra faire de l'exploitation. Je sais que pour la coupe donc d'arbres entiers pour le bas énergie, on pourra toujours la faire, exporter l'arbre entière, mais par contre, on va devoir respecter un délai. Soit on exploite hors feuilles, soit on attend que les feuilles tombent, que quelques petites fines branches tombent avant d'extraire le bois de la parcelle. Voilà. Donc, c'est juste adapter l'exploitation à notre contrainte de la parcelle. Voilà. C'est un exemple. Il y a d'autres cas particuliers aussi. Et donc là, après, je pourrais vous envoyer le lien pour ce guide 3003, pour ceux qui le souhaitent, pour qu'ils aient tous les détails des cas où ça sera possible de faire l'export de menu bois. Il y a des cas aussi où le propriétaire, le gestionnaire, il a fait une analyse du sol et il a prouvé vraiment voilà, il laisse une station très fertile où c'est possible de faire l'export de menu bois occasionnellement, une fois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait très souvent, mais voilà, avec un justificatif, il pourra avoir le droit de les faire. Donc, ces deux petites réponses. C'est peut-être pas exhaustif par rapport à toutes les questions que vous vous posez, mais je mettrai ces éléments à disposition aussi. Merci Carolina. Et effectivement, Monsieur Roussel veut bien qu'on lui envoie ce guide. Donc, je te laisserai le faire.
Monsieur Demantière avait réagi aussi pendant ta présentation, notamment pour rappeler effectivement que les propriétaires restent responsables en responsabilité civile pour tout sinistre à un tiers, même lorsque celui-ci n'est pas bien sûr invité à traverser la parcelle, d'où l'importance, je pense, justement d'appuyer sur la question de la signalisation des chantiers. Même si on ne peut pas physiquement interdire à un promeneur de passer, on peut quand même fortement l'en dissuader, bien entendu. Et également, voilà, le rappel sur les données concernant en moyenne les mètres cubes de bois mort à l'hectare qui sont recensés par l'IFN et au-delà des standards demandés par PEFC, ce qui ne devrait du coup pas poser de problème pour Oui. rentrer dans ce cadre sur ce point, sur ce point-là. Mhm. Oui, alors effectivement, monsieur de Mentir, comme vous le rappelez, signalisation et prendre une assurance Assurance responsabilité civile absolument pour les civile. propriétaires privés et publics, c'est toujours bien de le rappeler. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à ceux qui en ont posé pour vos réactions et encore une fois à la présentation réalisée par Carolina. On vous donne donc rendez-vous pour ceux que ça intéresse sur les 2 derniers webinaires, celui plutôt consacré aux règles qui s'imposent aux entreprises réalisant des chantiers forestiers et qui est mardi, et celui qui s'impose plutôt aux professionnels qui achètent du bois, qui est jeudi Mhm. prochain. Et puis on vous souhaite à chacune et chacun une belle soirée. Bah, merci encore de votre fidélité et passez une très bonne soirée.